Tout ça en perspective à travers nos 2 tables rondes. J'appelle donc les intervenants de la première table ronde à venir me rejoindre sur la scène. Donc Jean Lefebvre, Justine Delay, Charlotte Desfleurs, Alan Fustec, et puis il me manque... non, j'ai oublié la table. C'est la 5e. Louis, pardon. Excuse-moi, Louis. Louis Dumont. Donc, merci à vous de votre présence, d'avoir accepté de témoigner avec vos différents profils, vos différentes entrées sur ce sujet. Donc, on a mis un peu en décor les sujets que nous avons abordés et les enjeux de la comptabilité pour faire transformer vos modèles économiques. Alors, la première table ronde que nous allons travailler avec vous, c'est de partir du rôle du chef d'entreprise. Quelles sont vos motivations de départ pour piloter votre activité? En quoi la comptabilité environnementale peut être un outil important pour vous amener à vous transformer aussi et surtout à communiquer avec votre environnement, votre banquier, vos clients, vos fournisseurs, etc. Donc on verra différents profils. Donc Jean Lefebvre, qui est un agriculteur basé dans l'Oise, je le laisserai se présenter plus en détail. Justine Delay, qui est une experte conseil dans le réseau Agir Agri, précisément au sein du cabinet Fiteco, basé dans la région Centre. Charlotte Desfleurs, qui dirige l'entreprise Xiléo dans la construction bois, dans le sud de la France, dans le sud-est de la France, et qui a testé la méthodologie CARE, notamment dans son cas. Alan Fustec, qui est fondateur du cabinet Goodwill Management, qui a été l'un des créateurs d'une méthode qu'on appelle Thésaurus triple empreinte, qui n'était pas dans le schéma d'avant, mais qu'on pourrait resituer également, et qui a notamment travaillé sur des entreprises agroalimentaires, en particulier le groupe ENAF ou Lobodis, si je ne me trompe pas, dans la torréfaction du café, qui expliquera en retour sa méthode et les expériences qu'il a pu avoir. Et puis Louis Dumont, qui est un doctorant associé à la chaire de comptabilité écologique, la chaire qui rassemble l'Université de Reims, AgroParisTech et Paris-Dauphine, plus l'Institut Louis Bachelier, qui, avec un réseau assez large de partenaires, entreprises, LVMH, mais aussi les ONG comme WF, et j'en passe. Vous pourrez le présenter plus en détail. Et vous exprimez plutôt un des projets que vous conduisez en lien avec l'agriculture et le groupe Carrefour. Comment on fait le lien entre ces 2 acteurs-là pour avoir une approche en coût complet, comment on intègre les coûts de préservation de l'environnement pour l'intégrer dans le prix de vente des matières premières. Donc voilà, donc 10 profils différents. Je vous invite vraiment à parler librement, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien de programmé. Soyez vraiment très pratique, pragmatique, les plus, les moins, et d'exprimer vraiment ce que vous avez vécu sur le terrain. Alors je propose de commencer par Jean Lefebvre. Donc Jean, je t'invite à te présenter déjà en tant que personne, et après on rentrera dans le vif du sujet, dans le débat. Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et voilà. Je n'ai pas une grande habitude de parler au micro, vous m'excuserez, mais donc Jean Lefebvre, je suis agriculteur dans le sud-est de l'Oise, pas très loin de Paris, à 45 km de Paris. Je cultive donc des céréales en grande culture, enfin polyculture en grande culture. Je suis membre de divers groupes de développement sur on va dire l'environnement globalement. Donc on a créé un GI2E qui s'appelle ISO il y a 7-8 ans à peu près suite à un taux de nitrate dans l'eau sur un bassin de captage pour travailler avec l'agence de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau. Et en fait on a été reconnu comme étant une des meilleures pratiques d'un point de vue environnemental pour la qualité de l'eau. Donc c'est le bassin d'Auger-Saint-Vincent qui est à côté de Senlis. J'ai fait aussi j'étais agriculteur en agriculture raisonnée avant, puis je suis passé en HVE de niveau 3, donc c'est haute valeur environnementale de niveau 3. J'ai été agriculteur biologique, en agriculture biologique sur une partie de l'exploitation pendant 8 ans, 7 ans, que j'ai arrêté pour une grande partie, pour des questions économiques que je pourrais vous expliquer. Et aujourd'hui, donc je me suis installé en 2014, mais je travaille sur la ferme depuis 2008. Et je travaille sur... c'est une volonté personnelle, c'était de travailler sur la qualité de l'environnement. Je suis chasseur, il faut le préciser quand même. Et donc, en fait, l'un des critères pour un agriculteur qui est facile à voir, ce sont les perdreaux, qui sont très sensibles en fait, à la biodiversité.
et donc aux insectes. Donc je me suis intéressé aux insectes, et en s'intéressant aux insectes, je me suis intéressé à l'environnement des insectes, donc avec Hubert Compère, qui est un agriculteur qui est du côté de Laon. Et ensuite, je me suis intéressé donc, du coup, au système, alors que donc, plutôt par comparaison, Hubert s'intéresse beaucoup aux insectes, il est très très fort au niveau insectes, mais je me suis plutôt intéressé au système, et en m'intéressant au système, je suis arrivé à m'intéresser donc, au carbone, puis en finir par la texture du sol, et comment améliorer tout ça. Très bien. Donc, alors, pour vous, les sujets environnementaux, c'est quand même au cœur de votre approche du métier? Et en fait, dans toutes mes étapes de diversification, ou en tout cas d'amélioration, enfin amélioration, c'est un point de vue, hein, c'est un point de vue personnel. Je considère avoir amélioré mon environnement, l'environnement de mon exploitation. Peut-être que certains vont trouver que c'est une dégradation, donc c'est vraiment un point de vue personnel. J'estime effectivement l'objectif était aussi qu'en travaillant là-dessus, ça a un intérêt pour, bien entendu, l'environnement naturel de mon exploitation, mais aussi l'environnement, parce que moi j'entends par une entreprise agricole, c'est un regroupement de personnes dans un but commun, et donc en fait avoir une qualité de travail, enfin de vie au travail pour mes salariés plus agréable, pour moi aussi, et en même temps avoir donc des voisins qui soient, qui y voient un intérêt, etc. Et quand je l'entends par voisins, c'est pas mes voisins agriculteurs qui regardent et qui d'ailleurs, ça finit par faire un petit peu des petits parce que certains font pareil. Donc j'en suis assez content. Mais surtout, en fait, un point de vue, comme je vous dis, on est proche de Paris et donc les gens qui viennent de plus en plus habiter donc dans nos secteurs, dans nos régions, sont très attentifs à la façon dont on travaille. D'ailleurs, vous le ressentez dans tous les articles de journaux sur l'agriculture. À chaque fois, c'est un point de vue d'un journaliste qui vient dans la campagne pour donner son point de vue et ou prendre notre point de vue. Et ben, les gens qui viennent à la campagne et qui travaillent à Paris font la même chose. Et donc, c'était leur proposer de venir voir comment on faisait et trouver un terrain d'entente pour minimiser l'impact de l'agriculture sur leur environnement, même si effectivement on est propriétaire de notre sol, mais malheureusement il y a des conséquences sur le voisin. Donc tout ça, mis bout à bout, en fait, on a essayé de valoriser, donc pour venir à la comptabilité, on a essayé de valoriser en fait les différentes étapes de la progression vers là où j'en suis aujourd'hui, sans jamais trop y arriver. Donc hormis la bio qui a effectivement, parce qu'il y a un marché qui est existant, donc en fait ça on a pu valoriser. Bon, malheureusement, techniquement, j'étais pas suffisamment bon. Et d'un point de vue aussi climatologique, je n'étais pas dans un endroit qui permettait de faire tout à fait ce que je voulais. Et aussi les problèmes liés à l'eau, donc l'impossibilité de faire un puits donc pour pouvoir irriguer. Donc tout ça, j'ai dû arrêter donc l'agriculture biologique et donc par conséquent retrouver une nouvelle forme pour valoriser les produits de l'exploitation, donc ce que je vends, ce qui sort de l'exploitation. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas valoriser les effets positifs ou négatifs, c'est encore un point de vue de l'esprit, hein, mais les effets de ce que j'ai pu faire, le fait qu'il y ait plus de perdreaux, le fait qu'il y ait plus d'insectes, le fait qu'on cultive moins le sol, que le taux de matière organique soit remonté, tout ça, ça n'est pas valorisable aujourd'hui. Et donc, on a cherché par la voie du HVE3. Donc, on est allé voir les meuniers, mais les meuniers, eux, malheureusement, il y a déjà plusieurs cahiers des charges qui sont existants, le plus compliqué étant le label rouge, et le HVE3, lui, il n'a pas vraiment sa place, donc par conséquent, pas de valorisation aujourd'hui. Enfin, hier. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc du coup, on est passé encore à autre chose, à essayer de valoriser le carbone et donc les pratiques pour capter du carbone. Le seul problème dans ces pratiques-là, donc dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, enfin de ce que j'ai expliqué, c'est que le carbone, on part d'un constat, et on voit l'évolution du carbone. Mais on ne voit pas en fait le constat, parce que si on a déjà commencé avant, obligatoirement en fait on s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'on a déjà commencé avant de mesurer, et avant d'avoir une rémunération. Donc quand on part d'un niveau qui est plus élevé, c'est plus dur de monter, obligatoirement. Il faut savoir qu'on a perdu à peu près 2 points de matière organique dans les sols, à peu près en 40 ans, 50 ans. Donc on est grosso modo, on est à 3,6, aujourd'hui on est à 1,6 sur ma ferme, entre 1,6 et 1,8, ce qui est à 1,2, on ne peut plus cultiver, enfin il n'y a plus grand chose qui pousse. Donc on a plein de problèmes après de pH. Donc pH, c'est l'acidité ou le côté basique du sol. Et on a des pH, alors contrairement à la France, qui est plutôt dans des pH qui sont plutôt à 6, on a un pH qui est plutôt à 8,5 et à 8,9, le sol se bloque. Enfin, il y a des éléments que la plante ne peut plus capter. Donc tout ça, donc on a fait des sipans, donc c'est des cultures intermédiaires. En fait, on a couvert les sols, etc. Mais tout ça, ce sont des coûts supplémentaires pour les générations à venir. Pour ceux qui s'en rendent compte aujourd'hui, c'est des coûts qui sont moins chers que demain, parce que même aujourd'hui, ça a explosé. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des coûts que l'on va avoir dans les années à venir, donc avec un coût de production qui va fortement augmenter. Et en fait, aujourd'hui, les rendements français en blé, on va parler du blé,
On peut parler du riz ou du maïs, c'est pareil, hein. Enfin, le maïs, ça augmente. Mais le blé est assez stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un développement donc, de la recherche en blé qui permet d'augmenter les rendements, mais face à ça, on a des contextes environnementaux pour le sol et pour la plante qui sont néfastes. Donc en fait, on garde un rendement qui est globalement en France de 70 ou 75 quintaux, et on n'arrive pas à monter malgré que tous les ans, on ait des cultures et des variétés qui sont plus performantes. Et elles sont plus performantes pendant 2-3 ans, et après elles s'arrêtent. Il y a un autre phénomène, c'est au niveau de la biologie. Après, je vais m'arrêter, parce que sinon je vais prendre tout le temps qu'on va avoir. Et au niveau de la biologie, une cellule, enfin dans le sol, c'est le lieu sur Terre où il y a le plus de cellules. Donc en fait, c'est le lieu où il y a le plus de vie, et on n'en connaît qu'un milliardième. Et encore, je crois que ce n'est pas encore suffisant. Donc c'est comme si en fait sur une plage, on connaissait à peu près qu'un grain de sable sur une plage, pour vous donner un ordre d'idée. Et on prétend pouvoir maîtriser l'ensemble. Donc c'est impossible à mes yeux. Et donc, du coup, en mettant en œuvre des systèmes naturels, en incitant des systèmes naturels, donc sans chimie ou en réduisant la chimie, eh ben, on se rend compte en fait, que ça se tempère tout seul, ça se modélise tout seul. Ce qu'il faut, c'est juste inciter l'environnement à produire du blé quand c'est du blé, à produire du maïs quand c'est du maïs, ou à produire de la betterave quand c'est de la betterave, en en essayant d'éviter de façon naturelle les agresseurs et en gardant la chimie uniquement en cas de problème. Pourquoi je dis ça uniquement en cas de problème? Parce qu'il ne faut pas s'en séparer, parce que sans elle, on passe dans le bio, et en bio, pour l'avoir essayé, parfois ça ne pousse pas. Et là, il y a 0 chiffre d'affaires. Et donc, on n'arrive pas à valoriser ce côté, à aujourd'hui, hein, on n'arrive pas à valoriser ce côté bien fait, mais je mets vraiment des guillemets parce que c'est d'un point de vue personnel, c'est un bienfait pour l'environnement, mais d'un autre point de vue, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait dire, bah non, en fait, parce que tu produis moins. Effectivement, on produit un peu moins, mais si on prenait l'ensemble de la comptabilité environnementale, peut-être que ce serait positif. De mon point de vue, ça l'est largement, mais il faut pouvoir le mathématiser, le financiariser, de façon à avoir une valeur qui revienne sur mon exploitation. Je l'ai calculé il y a 2 ans, mais les coûts ont complètement changé. Grosso modo, à l'hectare, ça me coûte environ 110 à 115 euros par hectare, ce que je fais. Alors, quand on a un blé qui est à 400 euros, ça va mieux, mais quand on a un blé qui est à 150 euros et que votre coût de revient est en 180, vous vous dites que je perds encore 115 euros par hectare pour le bonheur de mes voisins. Donc, il faut vraiment y croire. Et quand vous cassez le système, il vous faut à peu près 10 ans pour y retourner. Donc, il faut tenir. Excuse-moi, très bien. Donc, tu as bien soulevé l'idée, en effet, de donner de la valeur à des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui ont du sens pour les parties prenantes, mais que toi, tu vois comme une perte. Donc, c'est rééquilibrer les deux aspects pour que cette peut-être comptabilité puisse donner un sens aux deux dimensions. Ça permettrait de mesurer en fait l'impact de l'un par rapport à l'impact de l'autre sur un environnement donné. D'accord, très bien. Merci. On va compléter avec donc, Justine Delay, qui est expert conseil au sein du réseau FITECO, dans le réseau Agir Agri. On a aussi eu dans le groupe de travail le réseau Serre France, le réseau AS Entreprises qui ont été représentés, mais tu es là au nom des entreprises comptables. Donc toi, vous, l'important c'est que tu es aussi en contact du terrain. Est-ce que tu vois beaucoup de tes clients qui te remontent des besoins pour justement, comme un peu des cas comme Jean Lefebvre, qui ont besoin en fait de valoriser plein de choses et qui se trouvent enfermés par l'outil comptable d'aujourd'hui. Et puis en gros, qu'est-ce que vous faites pour répondre à ces besoins s'il y en a? Alors bonjour à tous. Donc oui, en effet, je pense que je suis bien placée juste à côté de Jean Lefebvre parce que ça répond pile à la question. Donc nous au quotidien avec nos clients, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on sent qu'il y a déjà un impact sur l'environnement, enfin une grande question qui se pose. Et là, on va dire, ça fait 2-3 mois où on sent vraiment une dynamique énorme. Donc, dans la région où je me situe, donc dans la région centre, une grosse dynamique autour de l'environnement, des réflexions, des requêtes aussi, parce que du coup, on est vraiment sollicité au quotidien pour répondre à leurs questions. Voilà, dans la transition, dans une méthode de raisonnement qui est totalement différente à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Donc oui, en effet, on sent vraiment les agriculteurs qui ont envie de partir, d'arriver sur une nouvelle agriculture pour essayer de penser à demain.
Donc je rejoins ce que Jean disait, enfin ce que Monsieur Lefebvre disait juste avant. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera valorisé dans 10 ans, voilà, parce que là, alors aujourd'hui, l'impact de ce qu'on met en place, on le ressentira dans 10 ans. Mais nous, en tant que cabinet ou conseiller de gestion ou expert comptable, on doit amener nos clients à avoir une réflexion sur ça et répondre à leurs attentes. Et est-ce que votre façon d'approcher les clients aujourd'hui est suffisante, ou est-ce que ça amène chez vous vraiment des changements de compétences, de salariés? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ces besoins? Alors, il y a vraiment un gros bouleversement. Voilà, je pense qu'on est en train d'essayer de se former, on est en train de changer les mentalités même de nos experts comptables qui sortent d'école. Voilà. Donc, on est en train de se former, en train de changer un peu les mentalités. On essaye aussi de développer des compétences parce que, enfin voilà, il y a quand même une base d'agronomie à avoir. Donc, quand on est expert comptable, on n'est pas spécialement techniquement agronome, hein, bien entendu. Mais je pense que pour répondre aux attentes des agriculteurs, il faut quand même savoir de quoi ils parlent. Il faut savoir aussi ce qu'est leur métier et ce qu'est l'environnement. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à se former. Et donc là, c'est en train d'arriver tout doucement où voilà, les experts comptables, maintenant, on intègre la RSE, la comptabilité socio-environnementale. On commence à appliquer un peu de CARE. Enfin, toutes les méthodes qu'on a vues ensemble, on commence à sentir qu'on commence à être formé là-dessus. Voilà. Et vos collègues comptables, je dirais les plus anciens, pour pas les catégoriser, comment ils vivent ces évolutions de nouveaux outils? Est-ce que c'est Alors, étonnamment, les anciens, les collègues les plus anciens, enfin ceux qui connaissent l'ancienne comptabilité, entre guillemets, le changement ne les perturbe pas. Enfin, en tout cas, nous, on le ressent pas dans notre région, mais ils sentent pas le changement comme un bouleversement et ils sont pas réticents parce qu'en fait, ça vient de la demande de nos clients. En fait, on sent vraiment une attente de nos clients sur ça. C'est en plein dans l'air du temps, on en entend quand même énormément parler, que ce soit à la télé, à la radio. On essaye de changer les mentalités des gens vis-à-vis des agriculteurs, tout ça. Donc même nos anciens collègues comptables, experts comptables, ils s'y mettent, ils se documentent et ils veulent acquérir des compétences pour pouvoir répondre à leurs clients, aux attentes des clients. Voilà. D'accord. Donc, même si certains restent focalisés sur la comptabilité pure et dure, on sent quand même qu'il y a quand même un gros engouement sur tout ça et on essaye d'y aller progressivement, même si les termes sont un peu techniques et un peu compliqués, parce que comptabilité environnementale, enfin sociétale environnementale, c'est un terme purement technique, donc souvent on y va en freinant un peu. Mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un gros engouement et même nos collègues les plus anciens vont dedans quand même. Donc c'est plutôt un bon point. Donc c'est en route et on y va. On essaye d'y aller. D'accord, très bien. Merci. Merci. Je passe la parole à Louis, en fait, l'occasion de faire le lien. Peut-être d'ailleurs que dans les deux personnes que vous avez juste avant vous, il y a des agriculteurs qui sont certainement prêts à expérimenter des méthodes. Justement, ils sont en envie d'aller un peu plus loin, de franchir un pas. Louis, j'aimerais que vous présentiez un peu votre mission aujourd'hui au sein de la chaire et votre partenariat particulier avec le groupe Carrefour, donc son objectif et comment vous travaillez, puis le retour d'expérience que vous avez après quelques mois d'expérimentation. Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Parfait, nickel. Alors oui, donc pour me présenter rapidement, du coup, Louis Dumeau, je suis doctorant en deuxième année à la chaire de comptabilité écologique. Alors moi, je m'intéresse du coup à tout ce qui va du coup la structure des coûts en agriculture. Donc regarder un peu qu'est-ce qui se fait, comment organiser la comptabilité des agrosystèmes. Un peu la déconstruire, essayer de voir comment elle a été construit, sous quelles données et qu'est-ce qui est vraiment compté dans la comptabilité agricole. Et après, essayer de proposer quelque chose de nouveau, du coup une nomenclature des coûts selon la comptabilité socio-environnementale CARE-TEDEL. Pour présenter rapidement CARE, je sais que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais c'est mon sujet à moi, du coup je vais le présenter rapidement. Alors CARE, c'est Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc comptabilité intégrée
au respect de l'environnement. Ça consiste en fait à appliquer le même degré de j'ai envie de dire de contrôle et le même degré de suivi des capitaux financiers, mais appliqué aux capitaux naturels et humains. Du coup, en considérant les capitaux sociaux et environnementaux comme en fait, voilà, j'ai envie de dire des sortes d'actionnaires qui nous prêteraient des capitaux auxquels il faudrait du coup rendre des comptes et auxquels il faudrait préserver ces capitaux. Je ne sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Si, comme tu veux, mais rentre directement dans ton projet avec Carrefour. Ouais. Du coup, moi je travaille du coup avec des exploitations agricoles depuis mon stage chez Carrefour du coup en 2019 quand j'étais interne chez eux. Du coup, ce stage, ça a été pour moi une occasion de m'acculturer un peu à la comptabilité CARE et notamment à sa mise en place, qui n'est pas forcément très évidente, surtout chez des superstructures comme c'était le cas en 2019, où là j'étais un peu tout seul face à vraiment ce qu'on appelle une agroferme. Donc c'était 3800 hectares dans le sud-ouest, donc voilà, ça fait une grosse ferme quoi. À faire tout seul, c'est un peu complexe, mais ça a été très formateur pour moi. Et donc des résultats de ce stage de 2019 qui était assez exploratoire, s'en est suivi du coup le financement d'une thèse sur 3 ans, qui est la mienne, et qui est englobée dans un projet de recherche plus général, qui comprend notamment des ingénieurs de recherche qui vont venir m'aider sur certains points, notamment au niveau des outils techniques, donc des outils qui sont vraiment très inspirés du contrôle de gestion, et dont le but c'est vraiment d'arriver au vrai coût de l'alimentation. C'est pas vraiment coût complet, parce que coût complet, ça rapporte à d'autres méthodes de comptabilité, mais qui ne sont pas les miennes. Là, c'est vraiment en fait essayer d'avoir non seulement ce coût complet, j'ai envie de dire financier, mais de prendre également en compte le coût complet social et environnemental. Donc là, on peut avoir peur, parce que ça veut dire peut-être 3 fois plus de coûts, peut-être 4, peut-être, parce qu'en fait, c'est tous ces coûts non payés. On peut appeler ça des coûts écologiques non payés, mais c'est plus pour la comptabilité nationale, ça. Donc en fait, tous ces coûts qu'on n'a pas payés et en fait qui dégradaient en fait l'environnement et l'homme et qu'on n'a pas pris en compte dans nos sociétés, contractent en fait une dette écologique et sociale qui est gigantesque, qu'on n'a pas du tout pris en compte avant l'arrivée des comptabilités socio-environnementales, qui proposent du coup de réintégrer ces coûts dans les activités et dans les processus d'exploitation des organisations. Et donc voilà, même pour l'agriculture comme pour les autres secteurs, le but est vraiment de réintégrer ces coûts dans l'activité de production et dans l'activité de préservation au sens des CARE, qui est vraiment cette activité de préserver en fait ces entités naturelles et sociales au sein de l'activité de l'entreprise. Et concrètement, quel coût tu parles et comment tu les mesures? Alors comment les coûts dont je parle, c'est les coûts de préservation. Donc CARE opère une dichotomie très précise au niveau des coûts, avec les coûts liés à la fonction de production classique, qui comprend également des coûts d'évitement. Donc les coûts d'évitement, c'est comment on réduit notre impact sur les capitaux naturels et humains. Typiquement, investir dans un tracteur plus vert ou qui roule avec des carburants qui sont moins néfastes pour l'environnement va être un coût d'évitement, car on aura toujours un impact sur les capitaux naturels, mais cet impact sera diminué. On a également du coup ces coûts de préservation qui sont vraiment des coûts pour préserver les capitaux sociaux et naturels, et dont le but c'est vraiment de les préserver dans leur état, dans leur essence en fait. Donc pour faire ça, ça s'opère en plusieurs étapes. Il faut d'abord mesurer les impacts que l'on crée, les pressions que l'on crée en fait sur ces capitaux naturels et humains, pour ensuite vouloir aller les corriger. Donc on va mettre en place, à la suite de ces mesures, un certain nombre j'ai envie de dire de plans d'action. Et le but, ça va être essayer de voir à quel point on peut diminuer notre impact. Donc si les indicateurs qu'on a mis en place démontrent du fait que notre activité est plus saine. Et donc ces coûts-là qu'on va passer pour du coup préserver les capitaux naturels en état vont être du coup des coûts de préservation. Et après, l'ensemble de ces coûts vont être rapportés
dans le coût du produit in fine. Par exemple, si vous prenez on mesure au départ le taux de matière organique dont parlent les gens, on dit il est de 2, je veux passer à 4, on met en place des investissements ou des changements de pratiques qui vont faire monter ce taux de matière organique. Et donc ces coûts-là, vous les rendez en fait en comptabilité en disant voilà, ça me coûte peut-être, je sais pas quoi, 50 centimes de plus le prix de la salade. Donc à la fin, Carrefour, au lieu de payer 40 centimes, payera peut-être 90 parce qu'on a mesuré ce coût à 50 centimes. C'est ça, par exemple, concrètement, ça peut être ça? Concrètement, c'est exactement ça. Après, dans qui doit payer l'addition au final, parce que c'est vraiment la question qu'on me pose souvent et qui est logique. Hein. Nous, on se base plutôt sur le fait qu'il y a plusieurs leviers d'action possibles, notamment vis-à-vis des communautés de communes, dont en fait, le fait de créer autant de données, autant de mesures, peut leur permettre à eux d'avoir toutes ces données, de pouvoir faire des plans d'action à une échelle qui est plus large, qui est plus méso. De même pour l'État ou pour la PAC au final. Donc mettre des conditionnalités d'aide basées sur des pratiques plus durables en fait. Donc on a divers leviers d'action qui peuvent être évidemment le distributeur, mais qui peuvent être aussi des acteurs qui sont beaucoup plus publics. On sait très bien que du coup là les industries agroalimentaires prennent beaucoup, font beaucoup effet tampon entre les producteurs et les distributeurs. Mais voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'alléger le poids de ces coûts pour essayer de les ventiler à travers toutes les actions possibles qu'on a pour essayer d'amoindrir notre impact. D'accord. Ça illustre bien qu'on a vu en introduction où en fait les grands groupes qui sont soumis à des obligations de transparence doivent rendre compte de leurs impacts. Et quand ils décortiquent leurs impacts remontant à leurs fournisseurs, notamment dans l'agroalimentaire, on démontre régulièrement que le 70 à 90% de l'impact d'un produit alimentaire vient de l'amont agricole. Et se pose toujours la question du fameux qui paye. Et c'est vrai que l'agroalimentaire disent toujours, mais c'est pas à moi, c'est l'autre. Le distributeur dira, mais c'est pas moi non plus, c'est à mon fournisseur de le prendre en charge. Et à la fin, on dit, finalement, c'est les pouvoirs publics qui doivent tout payer, quoi. Il y a tout un enjeu de financement après de la transition qui doit être un complément entre le public, le privé, et surtout pour l'agriculteur, il y a un retour sur valorisation de ce qu'il peut faire. Voilà. Très bien, merci pour votre intervention. On va finir le tour. Je vais commencer par Alain Fustek, s'il vous plaît. Et donc, Alain Fustek a fondé le cabinet Goodwill Management, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et vous avez travaillé sur une méthode particulière. Je pense que c'est vous qui l'avez créée, votre cabinet, qui s'appelle Thésaurus Triple Empreinte. Oui, c'est ça. C'est une méthode qu'on a mise au point effectivement chez Goodwill. Ouais. D'accord. Alors, du coup, nous l'expliquer en quoi elle consiste comptablement, comment vous procédez, et puis expliquer le retour d'expérience que vous avez eu avec le groupe ENAF, un groupe agroalimentaire basé en Bretagne, s'il vous plaît. Pardon. Donc en fait, bonjour tout le monde. La méthodologie, elle a dans une première étape, on va mesurer en unité sociale ou physique tous les impacts possibles et imaginables que peut avoir l'organisation. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on va regarder des impacts économiques, donc avec des indicateurs économiques, c'est-à-dire par exemple des flux de valeur ajoutée, des nombres d'emplois, directs, indirects, etc. On va regarder ensuite des impacts que je vais qualifier de sociaux, c'est-à-dire des externalités positives ou négatives sur les personnes. Donc par exemple, si dans une entreprise, il y a une grosse précarité de l'emploi, ça veut dire que vous avez à intervalles réguliers des salariés qui vont se retrouver sans emploi et par voie de conséquence avec une baisse de revenus. Et donc là, on prend le point de vue du salarié. On regarde aussi les impacts sociétaux, c'est-à-dire, par exemple, si dans une entreprise, vous avez beaucoup d'accidents du travail, vous allez avoir premièrement un préjudice pour le salarié, donc ça c'est traité sur le point précédent, mais deuxièmement un reste à charge pour la collectivité, c'est-à-dire que la sécurité sociale va prendre en charge tous les frais de santé de la personne qui a subi l'accident du travail avec les indemnités journalières, etc., etc. Et enfin, on regarde tous les impacts environnementaux,
c'est-à-dire bien sûr les émissions de CO2, mais aussi les émissions de polluants atmosphériques hors gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols, la consommation d'eau, les consommations de matières premières. Et on mesure tout ça en unités physiques. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que pour tous ces sujets-là, et donc il y en a quand même une palanquée, on définit des quotas pour l'entreprise. Alors les quotas, ils sont fondés sur des travaux scientifiques, c'est-à-dire par exemple, on en a parlé précédemment, les limites planétaires. Donc nous, on a fait un travail pour ramener les limites planétaires telles que produites en 2009 par le Stockholm Resilience Center. On les a ramenées à l'échelle d'un pays, puis à l'échelle d'un secteur, ce qui nous permet de les ramener à l'échelle d'une entreprise. Donc on a des quotas par entreprise sur tous les sujets. Et on considère que, bien sûr, si une entreprise est en dessous de son quota à la fin de l'année, elle a une avance, un bénéfice ou un actif d'eau, par exemple. Et puis, si elle a consommé beaucoup plus d'eau qu'elle n'en avait de quota, elle constitue une dette. Donc ça, c'est effectivement le point. C'est un point central, mais on est très nombreux à travailler là-dessus en ce moment. Donc, effectivement, définir les quotas. Et puis, à partir de là, on financiarise les avances ou les dettes. Et donc, nous, la méthode de financiarisation qu'on utilise, c'est le coût à ne rien faire. C'est-à-dire, si à un moment donné, je laisse les particules fines dans l'atmosphère, ça va créer une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Et puis, le coût à ne rien faire, c'est ça. Et donc, on financiarise selon cette méthode-là. Et puis à partir de là, on fait un dernier travail qui consiste à regarder les éléments de tous ces impacts sur lesquels l'entreprise peut être considérée comme responsable. Et sur ces éléments-là, sachant qu'il y a des tas de sujets où l'entreprise peut en être très indirectement à l'origine, on va au bout d'un moment considérer qu'elle n'en est plus responsable, donc on ne va pas les compter. Mais sur les points pour lesquels l'entreprise a une responsabilité, on va les intégrer dans un compte de résultats étendu, et puis on va les intégrer dans un bilan étendu, avec tout ce qui, bien sûr, fluctue en plus ou au moins autour des quotas dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà à peu près la méthodologie que nous utilisons, et elle a un avantage, c'est qu'elle se met en œuvre très très vite. On parle de ENAF, par exemple, quand on a fait la triple comptabilité de ENAF, on nous a passé commande du sujet au 1er août et on a livré le truc au 1er septembre, donc en pleine période de vacances. Donc c'est une méthodologie qui permet de faire le travail assez rapidement. Et donc pour répondre à votre deuxième question, c'est à quoi ça sert pour le chef d'entreprise. En fait, nous faisons ça en général, pas toujours, mais quand même souvent, on fait ça pour des entreprises qui ont pris la ferme résolution de s'engager dans la quête d'un impact positif. Alors, dans ma bouche, qu'est-ce que c'est que l'impact positif? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus en ce moment. L'impact positif, c'est une entreprise qui crée de la valeur sociale nette en respectant les limites planétaires, et non pas qui réduit ses impacts négatifs. Je dirige par ailleurs le label Lucie. Il y a 1000 boîtes qui sont labellisées Lucie. C'est la plus grosse communauté d'entreprises engagées en RSE en France. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y en a pas une seule qui est une entreprise à impact positif. Donc on a du boulot. Et parmi les entreprises engagées en RSE, vous en avez qui disent « nous, on va aller chercher l'impact positif ». Et là, on se rend compte qu'il y a une montagne à déplacer. Les entreprises qui nous commandent une triple comptabilité, c'est les entreprises qui veulent faire un T0, c'est-à-dire à un moment donné qui disent « moi, je veux savoir où j'en suis et je veux savoir quelle est l'ampleur des dégâts et ensuite, sur ces bases-là, je vais mettre en place un plan d'action ». Et psychologiquement, ce qui nous est apparu vraiment très, très, très intéressant et percutant, c'est que quand vous dites à un chef d'entreprise « ta consommation d'eau, c'est tant de mètres cubes », tes émissions de CO2, c'est tant de tonnes de CO2, et puis ta production de déchets non valorisés, c'est tant de tonnes également, ça lui fait un tableau de bord compliqué,
avec des tas d'informations qui sortent finalement de son champ d'analyse courant, qui est un champ d'analyse fondé sur des unités monétaires. Quand on lui dit ta dette environnementale, c'est 4 millions, alors que tu as une rentabilité de 500 000 euros, excusez-moi, je vais être vulgaire, il dit oh putain. Voilà. Et ça déclenche quelque chose que je n'ai pas vu avant, parce que moi je fais des bilans carbone et des tableaux de bord RSE depuis 20 ans. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Et je note que les entreprises qui viennent vers nous sont des entreprises qui ont pris cette ferme résolution, c'est une montagne à déplacer, de tendre vers cet impact positif qui est extrêmement compliqué. Par exemple, chez ENAF, ça a provoqué quoi? Enfin, si vous pouvez témoigner de leur expérience personnelle. Alors, l'entreprise ENAF, il ne m'en voudra pas, on est assez potes avec Loïc ENAF. L'entreprise ENAF, comment dirais-je, annonce en 2019, je pense, nous serons une entreprise à impact positif en 2030. Il publie sa méthodologie qui s'appelle Bigoud 2030, parce que c'est une entreprise du pays bigoudin pour les Bretons. Comment dirais-je, donc il se met dans une démarche, effectivement, de tendre vers l'impact positif à horizon 2030. Et quand il a vu, effectivement, sa triple comptabilité, il a utilisé le mot là, que je viens d'utiliser à l'instant, en se disant « je ne pensais pas que j'avais une telle marche à franchir ». Voilà. Et donc, maintenant, on est dans une situation où il y a des investissements qui sont en cours de réalisation dans cette entreprise, qui n'ont rien à voir avec ce qui se faisait antérieurement, comme par exemple des gros investissements pour récupérer de la chaleur fatale, ou bien des gros investissements pour réduire, mais pas de 5 ou 10% comme on voit dans une démarche RSE classique, mais de 30%, de 50%, et demain, divisé par 4, la consommation d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça transforme le modèle économique. Et il y a des sujets sur lesquels ils vont beaucoup plus loin que ça, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Merci à vous. Quand même un bon guide de l'action, en même temps le faire valoir avec des preuves pour ne pas tomber dans le greenwashing qu'on a évoqué également. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. On va passer la parole à Charlotte Desfleurs, donc, qui dirige l'entreprise Xiléo Construction Bois dans le sud de la France, à Grasse. Et moi, je suis obligé de filer. Je vous en prie. Vous pouvez. Merci, Alan, de votre présence dans votre temps contraint. Donc Charles, un peu même expérience que vous avez eu, un type que ENAF, en fait. Vous avez aussi expérimenté une autre méthode, la méthode CARE en l'occurrence. Donc je vous invite à exprimer un peu comment vous êtes rentré dans cette démarche-là de développement durable et comment l'idée de tester méthode comptable vous est venue et quel retour vous en avez aujourd'hui en termes d'expérience. Est-ce que ça vous a transformé, ça vous a amené à réagir différemment comme le groupe ENAF? Exprimez-le avec vos mots. Très bien. Donc, Charlotte Desfleurs, Société Xiléo. Un peu plus près, ok. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon mari il y a 8 ans. On est spécialisé dans la construction bois, donc extension, surélévation, construction de bâtiments en structure bois. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes et on est intégré avec un bureau d'études. On fait tout ce qui est production et poste sur chantier. Ça, c'est pour vous poser un peu le contexte. Mon mari est ingénieur bois. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en journalisme, en presse économique. Et je m'intéresse donc beaucoup au modèle économique durable depuis quasi toujours. Quand on a créé l'entreprise, on s'est dit une société dans le bâtiment qui prélève qui utilise la terre donc pour la terre, les arbres, enfin bref, des biens environnementaux pour son activité et qui a un impact sur le social aussi, puisqu'on sait que dans le bâtiment, c'est des métiers qui sont vraiment très difficiles pour les gens. Donc on s'est dit qu'on ne voulait pas comment faire une entreprise, on va dire, classique, en se disant, on s'est posé tout de suite les questions du modèle économique. Et donc rapidement, nous, on s'est orienté vers, alors je ne sais pas si des personnes connaissent ici, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC, donc qui vise en fait à intégrer tous les capitaux humains, environnementaux dans le modèle économique de l'entreprise. Alors, c'est des questions qu'on s'est posées très tôt. Ça s'avère en fait très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vraiment des choses qui nous ont guidés depuis le début de la création de l'entreprise. Et donc, il y avait ça. Et puis après, on s'est retrouvé un peu dans la même problématique que vous, Jean, à savoir ce qu'on met en œuvre pour nos salariés, les choix qu'on fait pour
nos matériaux, avoir des matériaux les plus écologiques possibles, en fait, on n'arrive pas à les valoriser financièrement auprès de nos clients. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'on est toujours en concurrence avec des personnes qui finalement font moins mais présentent mieux. Enfin voilà, une question de marketing qui est très importante aussi. Donc on se dit bon, faut travailler sur la partie commerciale pour mieux réussir à valoriser ce qu'on fait vis-à-vis des clients, mais il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas à valoriser. Donc ça, c'était des constats qu'on avait. Et puis aussi vis-à-vis des partenaires bancaires, partenaires financiers, qui comprennent pas, qui s'intéressent pas à ces questions. On n'arrive pas, et on parle avec des mots. Et là, c'est totalement vidé de sens parce qu'en fait, aujourd'hui, tous ces mots sont totalement banalisés et ça ne veut plus rien dire. Quand on parle protection de l'environnement, écologie, développement durable, en fait, ça ne veut vraiment rien dire, quoi. Enfin, du moins, pour un partenaire financier, j'en suis désolée. Et donc du coup, c'est vraiment tout ça. J'ai assisté à une conférence où j'entendais Hervé qui parlait donc de la comptabilité CARE et d'une comptabilité sociale environnementale. Et comme moi, dans mon entreprise, je fais à la fois tout ce qui est le RH, la compta, c'est moi qui fais ma compta, je m'occupe de la production, enfin voilà, je fais un peu tout. Avec mon mari, du coup, ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, mais en fait, je tiens là un outil pour me permettre de réconcilier tout ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la comptabilité en triple capital. Et on a entendu qu'il y avait CARE qui s'expérimentait dans le Sud. Et donc on a fait partie d'une dizaine d'entreprises qui ont expérimenté ça pendant 1 an. Et donc l'objectif, quand on a commencé, c'était ça. C'était pouvoir valoriser auprès de nos clients en disant, voilà le coût environnemental, social et humain de notre projet, mettez-le en rapport avec l'autre devis, entre guillemets. Et finalement, quand on intègre tous les coûts, on est moins cher. C'était de se dire, voilà, on va pouvoir discuter avec nos partenaires bancaires, on va pouvoir leur expliquer. Et puis on va pouvoir aussi valoriser tout ce qui est humain. C'est des capitaux qu'on ne sait pas valoriser, en fait. Et c'est la méthode CARE qui va permettre de mettre des indicateurs, ou d'autres méthodes, ça marche très bien aussi, ce qu'a dit monsieur, voilà, de mettre des indicateurs, etc. Voilà. Et donc, en fait, le résultat, ça n'a pas du tout été ça. Le résultat, ça a été, en fait, qu'on a vraiment pris conscience de qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Parce que je crois que ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on regarde toujours à l'extérieur en se disant, donc pour nous par exemple, ce qui est super important, c'est le bois qu'on va utiliser, d'où est-ce qu'il provient, est-ce qu'il est géré durablement, etc. Et là, ce que CARE nous a dit, c'est oui, mais le bois, c'est pas vous qui le produisez, vous l'utilisez. Pour nous, c'était les terrains, on a un impact sur la biodiversité quand on construit. Oui, mais c'est pas vous qui avez le terrain sur lequel vous construisez. Vous êtes un intermédiaire. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'on est en fait dans une chaîne et que chacun doit agir à son niveau dans la chaîne. Donc ça peut aider. C'est important de remettre dans un contexte en fait. Et il y a un double contexte. Il y a la chaîne dans laquelle on intervient et il y a les gens avec qui sont comme nous et qui travaillent. Et donc c'est pour ça, quand vous disiez finalement qu'on a commencé et puis après on est un peu pénalisé parce que ceux qui n'ont pas commencé, en fait c'est pour ça que c'est important d'avoir toute la filière qui s'y met pour en fait voir où on se situe dans la filière par rapport à nos homologues, mais aussi se dire où sont ceux qui sont meilleurs pour aller vers ça. Donc ça a été ça la première, c'était vraiment la prise de conscience de où on peut agir, comment. Et nous en fait là où on peut agir dans le bâtiment, c'est sur les transports pour aller sur les chantiers, c'est les approvisionnements, c'est sur nos capitaux humains évidemment, les accidents du travail, la formation tout le long de la vie, les conditions de travail, etc. Donc en fait ça permet de recentrer les actions sur là où on peut vraiment agir et où ça va peut-être nous coûter moins cher d'agir que sur des choses où on n'a pas forcément la main tout de suite, quoi. Et dans un second temps, on va pouvoir intervenir plus largement. Voilà, ça aide vraiment à faire le premier pas, à se dire comment je peux faire. Et donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on oriente plus l'activité de l'entreprise vers de la rénovation, en essayant de diminuer, même si c'est compliqué, parce qu'il y a, comme dit monsieur, un équilibre économique à trouver. Donc nous, la construction bois, c'est beaucoup la construction neuve en marché public, donc c'est difficile de ne pas y aller. Mais il y a cette volonté de se dire, on va s'orienter vraiment sur la rénovation, parce que là, on ne vient pas artificialiser des sols. On travaille uniquement sur de la valorisation des biens existants, amélioration énergétique, etc. Voilà. Très bien, merci. Je pense que votre propos sur les acteurs financiers qui ne suivent pas, je pense que Jean pourrait témoigner sur ce point, mais je ne vais pas le faire. Une dernière question que vous pouvez vous poser avant d'ouvrir les questions à l'auditoire. Est-ce que votre comptable a joué un rôle de partenaire dans cette démarche ou est-ce qu'il a été un frein ? Alors, non, il n'a pas joué de rôle. Donc, voilà, ça fait 2 points importants. J'aimerais revenir aussi sur un point que vous aviez dit. Non, en fait, comme j'étais seule, c'est moi qui faisais ma comptabilité. J'avais un expert comptable, mais qui vraiment juste en fin d'année faisait mon bilan. J'ai vraiment souffert
hormis pendant l'accompagnement CARE, où là on avait les personnes qui venaient, mais qui venaient spécifiquement pour CARE, qui ne s'intéressaient pas à la situation globale de l'entreprise, puisque ce n'était pas leur rôle. Mais non, j'avais pas d'aide. Et c'est après CARE, du coup, que j'ai pris la décision de changer d'expert comptable pour en fait aller vers quelqu'un qui soit capable de m'aider sur cette vision globale. Parce que c'est vraiment ce qui manque. CARE, ça permet d'avoir, CARE, toute comptabilité ça permet de savoir où on en est et donc de mettre un plan d'action pour savoir où on va. Donc il faut absolument avoir un accompagnement financier. L'autre point que je voulais souligner, c'était qui doit payer par rapport à quand on met en évidence ces énormes coûts en se disant mais comment on va faire pour les payer. En fait, quand on rentre dans ces méthodes-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir faire une transformation d'entreprise, il va falloir changer de modèle économique. Donc en fait, les réponses, elles ne sont pas seulement dans les pouvoirs publics et les différents acteurs. Ça va être peut-être que l'entreprise va devoir changer son modèle économique. Qu'est-ce que Carrefour va devoir vendre demain pour pouvoir supporter une partie de ces coûts-là? Ça passe forcément par un modèle, c'est ma conviction, ça, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. C'est vraiment une transformation du modèle économique de l'entreprise qui va aussi permettre de financer ces surcoûts en les intégrant dans le modèle économique. Et je peux prendre l'exemple d'une entreprise qui est adhérente. Donc, je suis également présidente du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui est un club qui est vraiment investi dans la RSE territoriale, donc avec des entreprises qui ont des profils d'entreprises vraiment orientés sur la RSE et donc sur des nouveaux modèles économiques. Et il y a une entreprise qui travaille dans la nébulisation des produits frais, donc dans les grandes surfaces. Donc c'est l'entreprise Areco. Et en fait, ils sont passés vers un modèle où, au lieu de vendre simplement le produit de nébulisation, finalement, ils vendent le maintien et l'amélioration des ventes sur les produits frais dans les supermarchés. Et donc, en fin de compte, ils apportent une valeur ajoutée supplémentaire à leurs produits en changeant l'offre de services qu'ils avaient. Et du coup, ils valorisent mieux leurs produits, alors que on va dire que le produit en lui-même, c'est les mêmes coûts de développement, ça ne change rien. Simplement, ils sont venus apporter des services complémentaires de conseils, de découpe, de conseils consommateurs pour l'utilisation des produits, etc., qui a permis de mieux valoriser leur offre et donc de refinancer une partie des investissements qu'ils avaient pu faire pour avoir un moindre impact environnemental ou social. Très bien. Moi, je vous propose du coup de ne pas faire un deuxième tour, mais d'ouvrir les questions à la salle, ou probablement personne passante en visio. Donc, j'ai mes collaboratrices qui m'appuient pour cela. Oui, vous m'entendez ? Oui. On a une question sur le chat. Alors, on parle de capital environnemental de l'entreprise agricole. Pourrait-il être lié avec le fonds agricole ? Les experts juridiques les sont. Jean-Luc, tu veux... Non. Patrick Vandam, il est parti, Patrick. Tu peux, vas-y, Jean. Alors je veux bien donner une partie de la réponse. Le fonds agricole, c'est plutôt dans le but d'avoir un capital et de pouvoir l'amortir, alors que l'environnemental, c'est pas le but d'avoir un capital et de l'amortir. Le but, c'est de pouvoir en fait voir l'impact de l'entreprise au niveau environnemental et de pouvoir ensuite transcrire ça en coût et de savoir effectivement qui paye ce coût. Soit on baisse le coût, c'est le but du jeu, de baisser au maximum le coût environnemental, voire d'être positif. Si on est positif, qui rémunère ça, ou à qui est-ce qu'on rémunère ça? Donc c'est deux choses différentes, à mes yeux, c'est deux choses différentes entre une capitalisation que l'on va amortir et autre chose que l'on va vendre. Donc c'est un produit vendu ou une dette envers quelqu'un. Mais je ne suis pas comptable. Merci pour ta réponse. Vous pouvez reposer. Merci. Oui, merci. Si on peut tout à fait l'analyser comme la notion de fonds agricole, si on entend la notion de fonds agricole comme un élément incorporel du bilan à l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui a la capacité, j'allais dire, durablement à dégager une valeur ajoutée, une rentabilité particulière. Et dans ce cadre-là, le fonds agricole, on a quoi? On a le bail rural potentiel qui effectivement permet d'exploiter de manière juridiquement fiable. Et on a aussi, j'allais dire, tous les outils de production et autres, d'accord? Et l'approche, j'allais dire, environnementale peut être un des éléments incorporels de l'actif du bilan. Oui. Francky, oui. Qui c'est Guillaume? Pardon. Je vais dans le sens de la réponse de M. Thoré. Effectivement, le fonds agricole peut comprendre ces éléments. Par contre, ce n'est pas au moment où on va mettre en place
toutes les problématiques d'environnement, c'est au moment de la cession du fonds que ça pourra effectivement faire partie de la valeur du fonds agricole. Et ça ne sera pas nécessairement un élément amortissable, sauf si on peut démontrer que son efficacité va diminuer dans le temps. Mais on peut fort bien, et je l'ai fait il y a quelques semaines, puisque depuis le 1er janvier 2022, il y a un nouveau dispositif pour l'amortissement des fonds commerciaux ou résiduels agricoles. J'ai mis en place une cession d'exploitation dans laquelle on incorpore la valeur de mise en place, parce qu'il s'agissait d'une exploitation cédante qui était passée en bio, et donc on intègre les aspects environnementaux dans la valorisation du fonds, sans difficulté. Oui, Patrick, mais je pense qu'on peut être plus ambitieux que ça. Globalement, si on prend ce que dit Jean, moi je pense qu'on peut focaliser sur un élément qui est le sol, puisqu'on peut mesurer l'ensemble des efforts et le coût qu'on va avoir à l'améliorer, d'accord, au niveau teneur en carbone notamment. Et que ça, on peut le faire dès le début de l'effort et comptabiliser, j'allais dire, année après année, ces efforts d'amélioration du sol, quitte à le limiter à une certaine valeur, parce que ça sera déconnecté de l'approche économique, mais tu peux très bien, je vais dire, le matérialiser année après année. Et là, le banquier, il sera attentif. Oui, Jean-Marie Saunier, je vais complètement dans le sens, mais ça existe, on appelait ça, ou on l'appelle toujours, je ne sais plus dans l'activité, fumure et arrière-fumure. Enfin, c'est la même idée. C'est la même idée. Non, mais oui, mais c'est la même idée. Après, tout dépend ce que l'on met dedans. Et ça répond, mais en même temps, par rapport à ce que je comprends et que vous confirmez, là, on est sur des valeurs, on est plus sur de la dette, on n'est plus sur du passif, on est sur de l'actif, là. On est sur de l'utilisation. Et donc, quelque part, on répondrait en partie au qui paye. C'est-à-dire que là, si je constate la différence de valeur dans mon fonds, ces personnes qui payent, c'est moi. C'est une livraison à moi-même. Je l'immobilise. Je l'immobilise et, comme tu le disais, je le récupère en sortie. Et si je prends plus large que la partie agricole, on pourrait très bien y mettre la compétence de l'entreprise, la somme des compétences des collaborateurs qu'on voit toujours comme un coût. Mais les collaborateurs qui progressent en compétences, qui progressent en expérience par la formation, par les conséquences de la formation et de leur expérience, ce n'est pas une dégradation forcément de l'humain. L'entreprise ne fait pas que dégrader de l'humain. Personnellement, elle m'a terriblement fait grandir entre les compétences que j'ai aujourd'hui ou je prétends avoir et celles que j'avais quand j'ai démarré il y a 40 ans. Donc ça peut être aussi, c'est comme le fond, la compétence de l'entreprise, hein, dans les valeurs immatérielles, comme tu disais. Très bien. Merci. Des questions, une dernière question peut-être, Manuel? Emmanuel Bourg-Poitrinal, CGAER, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour à tous. J'ai une question concernant ces fameuses externalités positives qui peuvent aller jusqu'à des paiements, enfin, la mise en place de paiements pour services environnementaux. Comment est-ce que c'est pris en compte dans ces modèles? Et si on regarde ensuite l'achat de services environnementaux par des entreprises qui, elles, veulent compenser leurs émissions, comment est-ce que c'est pris aussi dans leur comptabilité à elles? Alors, si je peux commencer une réponse, en tout cas, dans l'approche qu'on véhicule, donc dans la méthode CARE, on met de côté tout ce qui va être externalité positive et externalité négative. En fait, les externalités, c'est un concept économique qui réside sur de l'évaluation économique, donc de la modélisation de modèles qui a déjà très peu de prise dans la réalité biophysique et qui se base, quand on creuse un petit peu plus cette notion d'externalité, sur une approche néoclassique qui n'est pas du coup le fondement de CARE. Donc nous, tout ce qui va être externalité positive, on le rejette.
On se base, nous, sur des coûts de préservation et de manière générale, il n'y a pas d'amélioration possible. On se rend compte qu'en fait, déjà, le fait d'internaliser tous ces coûts sociaux et environnementaux pour garantir la préservation fait que aller vers une amélioration en fait de ces entités sociales ou environnementales, c'est vraiment assez complexe. En fait, c'est dur de statuer d'une amélioration, par exemple, d'un sol. Je veux dire, on pourra réussir à le faire, mais ça c'est complexe. Dans tous les cas, il n'y a pas d'externalité. Et dans un deuxième temps, cette notion de paiement pour services écosystémiques permet notamment à des entreprises de se désengager de leurs responsabilités en permettant la compensation, c'est-à-dire en payant les agriculteurs pour faire du stockage de carbone dans les sols, mais qui n'aboutit pas à une réduction de leurs impacts nets pour les entreprises. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. L'entreprise va pouvoir continuer à polluer en confiant à d'autres ce soin de réduire le carbone dans les sols. Donc c'est quelque chose en plus, quoi. Et non, il me semble que j'ai... Si je me permets une réaction, est-ce que c'est un écart de langage ou est-ce que c'est vraiment le fond quand vous dites, par principe, il ne peut pas y avoir d'amélioration positive? Pour une entreprise, c'est inentendable, ça, cette méthode de dire que forcément l'entreprise dégrade. Est-ce que ce n'est pas un problème de fond? Peut-être pour ouvrir la deuxième table. Oui. Non, c'est une conséquence basique. C'est un élément de base. Quand vous naissez, vous impactez. Toute entreprise impacte. Comment? Non, mais c'est un principe de base, c'est normal. Toute entreprise impacte et emprunte aux hommes et à la nature de quoi faire pour produire. Et dans son cycle de production, va impacter forcément que ce soit la nature ou l'homme. Dernier mot pour Charlotte, après on change de table ronde. Ça marche, ça? Oui. Je me permets très rapidement parce que c'est un point absolument essentiel. Et c'est clair. C'est pour ça que je prends 2 minutes. C'est quelque chose qu'on vit tous, qu'on a tous vécu dans notre groupe de 10 entreprises qui avons expérimenté ça. C'est que les personnes qui étaient persuadées de faire bien, qui mettaient plein de choses en place, en fait, la première chose qu'on leur disait, et c'était que, en fait, elles ne faisaient pas du tout assez. Parce que c'est vrai que cette méthode, dans sa façon de construire, remet un peu à zéro notre façon de penser. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas le prendre aussi basiquement, entre guillemets. Il faut qu'en fait, on fait reset par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et comment on a l'habitude de comprendre l'impact de l'entreprise sur son environnement. On essaie tous de se dire qu'on fait bien vis-à-vis de l'extérieur, mais en fait, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire à notre niveau. Et ça, pour moi, c'est vraiment plus c'est le marketing et la communication qu'il va falloir mettre autour de ces méthodes pour qu'il n'y ait pas de malentendus dans la façon dont les gens se les approprient. Mais c'est vraiment plus une question de communication que de problème de fond de la méthode. Ça, c'est très important. Et ils travaillent, les gens qui travaillent sur CARE travaillent là-dessus. Voilà. Et donc, oui, je vous rejoins. Il y a vraiment une communication à mettre en place. Et donc, c'est ce que tu disais, Francky, en début. On est vraiment au début. On est en train de construire le modèle. On est en train de construire toute la partie théorique autour de ça. Et donc, du coup, forcément, il y a des choses. Et de toute façon, le modèle va évoluer. On est vraiment en construction, quoi. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci de votre participation à cette première table ronde. Je vous invite du coup à rejoindre la salle et aux autres intervenants à nous rejoindre sur l'estrade.